Kidnappée à l'âge de 9 ans et enfermée dans un bunker, l'histoire de Katie Beers va vous faire froid dans le dos. Il y a parfois des gens qui ne soupçonnent pas la force qu'ils ont. C'est le cas de Katie Beers, une survivante d'un kidnapping qui a duré 17 jours. Peut-on, enfant, avoir une capacité innée à endurer la douleur? Comment survivre à tant de violence? Derrière cette histoire de captivité, vous allez découvrir la force inimaginable d'une petite fille de 9 ans. L'histoire commence en 1992 à New York. Katie vit à Long Island avec sa mère, Marilyn, qui l'élève toute seule car elle ne connaît pas son père. Ancienne chauffeuse de taxi, Marilyn a quitté son emploi et est maintenant au chômage. Elle n'a donc pas beaucoup d'argent à consacrer à sa fille et comprend vite qu'elle ne fera pas une très bonne mère. Elle confie alors Katie à notre couple, Linda et Salvatore. Katie les considère comme sa tante et son oncle. Mais vous allez voir que cette nouvelle famille était encore pire. Le cauchemar de Katie Beers commence à ce moment-là. Salvatore fait subir des agressions sexuelles à Katie et toute autre sorte de maltraitance. Elle était obligée de faire les corvées, la cuisine, le ménage. Elle était traitée comme une esclave et subissait des violences physiques et verbales. C'était vraiment très dur car elle n'avait personne à qui se confier, personne pour la rassurer, personne pour prendre soin d'elle. Elle ne connaissait que la violence. Elle était tellement occupée avec ses tâches ménagères que Katie n'allait à l'école qu'une ou 2 fois par semaine. Elle n'avait donc même pas cet échappatoire. Les services sociaux allaient voir de temps en temps si elle était en bonne santé, mais en réalité, c'était surtout le protocole qui les obligeait à venir. Et il n'y avait pas vraiment d'enquête. Ils ne se sont jamais préoccupés de son bien-être, et elle n'a jamais pu être amenée dans un endroit où elle était vraiment en sécurité. Katie allait fêter ses 10 ans le 30 décembre 1992. Mais 2 jours avant cet heureux événement, elle va disparaître mystérieusement. Avant de s'évaporer dans la nature, elle envoie un message vocal à sa tante dans lequel elle est complètement paniquée. Dans l'enregistrement, on l'entend chuchoter qu'un homme l'a enlevée et qu'il a un couteau avec lui. Puis, d'un coup, ça coupe. Lorsque sa tante va signaler sa disparition à la police, les autorités sont déjà au courant. En fait, ils avaient été contactés par une salle d'arcade située à 1 heure de Long Island. Un certain John avait été voir les responsables pour leur dire que Katie avait disparu et qu'il ne la retrouvait pas dans l'établissement. Il était très paniqué et n'avait aucune idée d'où elle était. La police est donc rendue sur place pour tenter de percer ce mystère. Il fouille tout le quartier et découvre quelque chose de très étrange. Des témoins déclarent que John est rentré tout seul dans cette salle de jeu. La police s'entretient alors avec Linda et Salvatore et s'aperçoit très vite que John est un grand ami de la famille. Il habite même sur leur propriété. En fait, John est un ouvrier du bâtiment et a construit son appartement de ses propres mains juste à côté du garage de Linda et Salvatore. C'est pour cette raison qu'ils vivent tous sur la même propriété dans des logements différents. John vit dans son appartement et Linda et Salvatore dans leur maison. Ils se parlent plusieurs fois par jour à travers des interphones. Et ce soir-là, il leur demande d'amener Katie à la salle de jeu pour lui faire un cadeau d'anniversaire. Quand on vous dit qu'il ne faut jamais fêter son anniversaire en avance, vous allez comprendre pourquoi. Le lendemain matin, les médias s'emparent de cette affaire et ce qui est écrit était terrible. Les articles décrivent Katie comme une petite fille naïve, complètement dépravée pour son âge à cause de l'éducation qu'elle a reçue. Les journalistes disent qu'elle vivait dans un garage aménagé et qu'elle sortait tous les soirs pour acheter des cigarettes pour son oncle et sa tante qui n'étaient même pas de sa famille. Ils ont même écrit que la mère de Katie était au courant des horreurs que lui faisaient subir Linda et Salvatore, mais qu'elle avait fait le choix de la laisser chez eux pour vivre sa vie comme elle entendait. C'était donc un portrait très sombre qui ne rendait pas Katie très sympathique aux yeux de l'opinion publique. Quand on lisait ces lignes, on n'imaginait pas dans quelle détresse pouvait se trouver la petite fille. Et surtout, on s'intéressait plus à son histoire familiale qu'à l'endroit où elle pouvait se trouver. D'autant plus qu'au moment de la disparition de Katie, Marilyn était en conflit de garde avec Linda et Salvatore. Les 2 familles se critiquent énormément par médias interposés. La police comprend immédiatement qu'il y a quelque chose d'anormal avec Linda, Salvatore et ce John qui a pris cet enfant de 9 ans sans demander la permission à Marilyn ou aux services sociaux. Mais les policiers n'ont aucune preuve à ce moment-là. La seule chose dont ils sont certains, c'est que John est le premier suspect car il est le dernier à avoir vu Katie ce jour-là. Mais ce n'est pas tout.
John est aussi connu des services de police. Il y a 15 ans, il a été arrêté pour tentative d'enlèvement sur un garçon de 7 ans dans un centre commercial. À cette époque, tous les amis de John l'ont défendu en disant qu'il était adorable et qu'il n'aurait jamais fait de mal à un enfant. C'était une personne que tout le monde trouvait calme et attentionnée. En continuant ses recherches, la police a également découvert que John se faisait appeler grand frère par les jeunes de la ville, car il était très présent pour eux et les invitait dans son garage pour leur apprendre 2-3 trucs en mécanique. Il était aussi une oreille attentive et leur donnait des conseils sur tout et rien. La police a donc décidé de surveiller de très près ce John. Il s'installe sur sa propriété et regarde toutes les allées et venues. Ils n'ont même pas pris la peine de se cacher ou de se mettre de l'autre côté de la rue pour l'observer. Non, ils se sont installés juste à côté de lui pour lui faire savoir qu'ils le surveillent 24 heures sur 24. Évidemment, comme ils étaient sur place, ils ont fouillé toute la propriété mais n'ont trouvé aucun signe de Cathy. En parallèle, les enquêteurs retracent le message vocal que Cathy a envoyé à sa tante. Le coup de téléphone a été passé d'une cabine téléphonique près de la salle de jeu. Mais vu que ça grésille beaucoup et qu'on a du mal à entendre très distinctement ce qu'elle disait, pendant 17 jours, aucune piste solide ne permet de retrouver Cathy. En plus, Linda, Salvatore et John ne font rien de suspect à ce moment-là. Il aura donc fallu attendre le 13 janvier 1993 pour qu'un homme fasse basculer l'enquête. Et cet homme, c'était John. Ce matin-là, il se présente au bureau de son avocat et avoue qu'il est responsable de l'enlèvement de Cathy. Il explique qu'elle est dans une espèce de cuve qu'il a creusée sous une dalle de béton chez lui. La police demande à John de lui montrer l'endroit. Il les amène chez lui, dans son bureau, déplace une petite commode et soulève un tapis. Il ouvre une trappe et la police découvre un trou qui mène à un tunnel très étroit. Il marche pendant quelques minutes à l'intérieur avant d'arriver dans un bunker où se trouve une pièce totalement insonorisée. Ils tournent la tête et aperçoivent une autre pièce, toute petite, d'à peine 2 mètres carrés, fermée à double tour. En ouvrant, ils sont très surpris mais soulagés de voir Cathy bien vivante, attachée à un poteau, en train de regarder la télévision sur un tout petit lit. Pendant 17 jours, Cathy a survécu dans cette pièce minuscule, devant subir on ne sait quelles horreurs. En voyant la police, son regard s'est illuminé et elle savait qu'elle était sauvée et qu'elle allait pouvoir tout raconter. John est passé aux aveux. Il a admis qu'il avait commencé à construire ce bunker pour Cathy depuis des années et que ça lui avait coûté presque 5 000 €. Il a ensuite expliqué qu'il n'avait jamais tenté de faire de mal à son otage car il l'aimait beaucoup. Il pensait même en être amoureux. Mais malheureusement, dans cette histoire, il n'y a pas qu'une version à entendre. Cathy, pour la première fois de sa vie, a pu faire éclater la vérité. John a plaidé coupable d'enlèvement dans le cadre d'un accord de plaidé coupable qui abandonnait les accusations d'abus sexuels sur Cathy et de mise en danger de la vie d'un enfant. Cathy avait pourtant été très claire avec la police au sujet de l'agression sexuelle qu'elle avait subie pendant sa captivité avec John. Mais il n'a jamais été inculpé pour cela et n'a jamais admis les faits. Il a été condamné à une peine de 15 ans. Le 4 septembre 2013, John a été retrouvé mort à 64 ans dans sa cellule quelques heures après une audience où il a admis pour la première fois à avoir touché Cathy. Salvatore, de son côté, a été arrêté pour agression sexuelle sur Cathy et a été condamné à 12 ans de prison. Mais en 2009, Salvatore, lui aussi, meurt en prison. En 2013, Cathy fête ses 20 ans de liberté après sa captivité. Elle a alors 31 ans, elle va beaucoup mieux et a écrit un livre pour raconter ses 17 jours d'enfer dans cette petite pièce, mais aussi comment cette famille a gâché son enfance. Dans ces pages, on peut lire que Cathy a été placée en famille d'accueil à 2 ans et a passé tout ce temps à mentir au service de protection à l'enfance lorsqu'il venait chez elle. Elle avait trop peur de parler des abus de ses tuteurs. Pour elle, ce n'était pas un environnement où elle se sentait en mesure de s'exprimer, car elle était maltraitée par sa tante et son oncle et négligée par sa mère. La seule interaction qu'elle avait avec le reste de la société, c'était avec ce John, qui était une véritable bulle de fraîcheur dans son quotidien. Elle était donc tellement heureuse quand il lui a dit qu'elle allait l'amener à la salle de jeu pour fêter son anniversaire. Ce jour-là, il lui a aussi dit qu'il lui avait acheté une maison de poupée. En réalité, John achetait souvent des cadeaux à la petite et c'est pour ça qu'elle l'adorait. Elle jouait souvent aux jeux vidéo chez lui par exemple. Le jour de son enlèvement, ils sont allés chez lui pour faire une partie et John a commencé à être très insistant avec Cathy qui a refusé ses avances sexuelles. Ça a beaucoup énervé John et il l'a enfermée dans ce tunnel pendant 17 jours où elle ne pouvait pas s'échapper. Chaque jour, il descend la voir pour la nourrir et lui donner des couvertures. Il ne la détache que pour l'agresser sexuellement. Et quand il a fini sa petite affaire, il l'enchaîne de nouveau au poteau et referme le bunker. Un jour, Cathy trouve une des clés de John et la cache sous son oreiller pour pouvoir partir quand il n'est pas là. Dès qu'elle avait du temps, elle cherchait une sortie pour s'échapper. Mais elle a vite compris qu'elle ne pourrait pas toute seule ouvrir la trappe. C'était beaucoup trop lourd pour une petite fille de 10 ans. Ensuite, elle comprend qu'il ne faut surtout pas qu'elle ferme les yeux. D'une part, parce qu'elle avait peur de ce que John ferait quand elle serait endormie, et d'autre part, parce qu'elle savait que John essayait toujours de prendre une photo d'elle endormie pour faire croire aux policiers qu'elle était morte, et que ce n'était plus la peine de la chercher. Il voulait la garder pour toujours. Mais à la télé, Cathy voit bien que tout le monde la cherche, et c'est justement ça qui lui permet de garder espoir.
Après avoir arrêté de dormir, Cathy a arrêté de manger parce qu'elle savait que John pouvait mettre des somnifères dans sa nourriture. Il ne fallait absolument pas qu'elle dorme. Elle était très maligne pour son âge. Elle passe ses journées à réfléchir à comment elle va sortir de là. Elle pense tous les jours au moment où elle retournera à l'école, où elle verra la lumière du jour, où elle travaillera plus tard. Et comprend vite qu'il faut qu'elle donne à John une raison de la garder en vie. Elle faisait comme si elle s'intéressait à lui. Elle lui pose plein de questions. John n'a qu'un seul objectif en tête, se marier avec elle et lui faire des enfants. Mais à chaque fois, Cathy lui tient tête et lui dit que ce n'est pas ce qu'elle voulait, qu'elle ne voit pas son avenir avec lui. Elle était très déterminée. Et un jour, elle lui fait croire qu'elle est malade. Elle ne le savait pas, mais en haut, sur Terre, la police était en train d'épier tous les faits et gestes de John. Lorsqu'il a cru que Cathy allait mourir, il devait être épuisé par tout ce stress et s'est rendu à son avocat. Quand elle était enchaînée à son poteau et que la police est venue, elle a d'abord cru que John avait ramené des amis à lui et qu'ils étaient là pour l'agresser. Elle a eu la peur de sa vie. Si Cathy est encore en vie, c'est donc bien grâce à elle et à elle seule. À seulement 9 ans, elle a réussi à survivre à toutes ces atrocités. Elle a ensuite été placée dans une autre famille d'accueil, une famille aimante qui a bien conscience des traumatismes qu'elle a vécus. Ses nouveaux tuteurs ont absolument tout fait pour que Cathy grandisse en étant épanouie et qu'elle puisse profiter de son enfance qu'on lui avait volée. Dans cette nouvelle maison, elle n'a pas à faire les corvées ou être une adulte. Tout ce qu'elle doit faire, c'est faire ses devoirs et du vélo. Ses nouveaux parents l'ont protégée des médias et l'ont conduite chez un thérapeute pour qu'elle soit soignée, ou du moins qu'elle apprenne à vivre avec ce lourd passé. Cette histoire prouve donc que Cathy, malgré les traumatismes qui ne la quitteront jamais, a réussi à aller de l'avant. Aujourd'hui, elle est devenue conférencière et parle ouvertement de son processus de guérison. Elle veut aider les autres victimes et montrer qu'à travers les tragédies, on peut tout surmonter avec une bonne mentalité. Elle souhaite continuer à travailler avec différentes organisations pour mettre en lumière la parole des victimes d'abus. Voici comment Cathy a réussi à surpasser la honte et la culpabilité pour devenir une personne très inspirante. Elle vit désormais en Pennsylvanie et est devenue mère de 2 enfants. Elle est mariée à un homme qu'il aime et a réussi à obtenir exactement la vie qu'elle souhaitait. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Dites-nous tout dans les commentaires et on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau dossier sensible.